Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va essayer de déterminer la vraie valeur intrinsèque du Bitcoin. Alors, pourquoi cette vidéo? Il se trouve qu'en janvier, j'avais fait une vidéo sur la bourse que j'avais intitulée La principale erreur de débutant de la nouvelle vague d'investisseurs en bourse. Et dans cette vidéo de janvier dernier, je disais que cette erreur de cette nouvelle vague d'investisseurs en bourse, c'était de ne pas se préoccuper des valorisations, de ne pas se préoccuper du tout des valorisations des entreprises qu'ils achetaient en bourse. Et cette vidéo, finalement, elle s'est révélée un peu prémonitoire, puisque dans la chute et le mini-crack boursier qu'il y a eu depuis le début de l'année, eh bien, ce sont les valeurs en bourse les plus chèrement valorisées qui ont, entre guillemets, le plus trinqué. Donc justement, pour rebondir là-dessus et faire le parallèle avec le contexte sur les crypto-monnaies, où on a un mini-crack du Bitcoin qui a redescendu de peut-être 55 000, où il était monté aux alentours de 20 000 $ ou 20 000 €, ça dépend quel jour on regarde exactement. Je me suis dit, et si justement on essayait, sur un actif atypique, justement le Bitcoin, d'essayer de déterminer la véritable valeur intrinsèque. La logique, quand on investit, quand on a une valeur intrinsèque, et si le cours de bourse est en dessous de la valeur intrinsèque, il faut l'acheter, puisqu'on achète avec une décote. S'il est au-dessus, on achète trop cher, il ne faut pas acheter. D'où l'intérêt d'avoir une valeur intrinsèque pour les actifs. Après, peut-on en avoir une pour le Bitcoin? Et c'est donc l'objet de cette vidéo. Alors, il y a plusieurs approches. Avant de passer aux différentes approches, je voulais faire un petit remerciement au forum des investisseurs heureux, puisque je me suis inspiré pour cette vidéo d'une file de discussion qu'il y avait sur ce forum là-dessus. Et pour ceux qui veulent creuser un peu et aller plus loin sur les concepts, je mettrai le lien de cette file de discussion dans la description de la vidéo. Alors, la première approche, qui va pas forcément être la mienne, mais serait de dire, parce qu'on l'entend notamment de détracteurs du Bitcoin, ce serait de dire, d'une part, le Bitcoin ne produit pas de cash flow. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas actualiser des cash flows futurs, donc potentiellement il vaut zéro. Et d'autre part, il y a des actifs dont on ne peut pas actualiser des cash flows futurs puisqu'ils n'en ont pas, comme le pétrole par exemple, mais qui ont une utilité. Et le Bitcoin n'a pas vraiment d'utilité, donc à partir de là, il vaut zéro. Bon, c'est une première approche. Moi, je trouve que déjà, alors on peut discuter de l'utilité ou pas du Bitcoin, mais si on compare par exemple à quelque chose comme l'or, je trouve que c'est le raisonnement qui a du mal à tenir. Alors parce que vous allez me dire, certes, l'or a une utilité en bijouterie, mais ce n'est pas sa principale utilité. Il est principalement utilisé comme réserve de valeur de la part des banques centrales, etc. Et l'or, finalement, a une valeur qui n'est pas zéro, il s'utilise depuis des millénaires, etc. Et effectivement, lui, il n'a pas de cash flow futur et il n'a pas d'utilité, en tout cas pour son aspect réserve de valeur. Il a une petite utilité en bijouterie. Donc, moi, juste par rapport à ça, j'ai du mal un peu à trancher en faveur de cet argument d'une valorisation nulle. La deuxième approche, c'est un modèle par la rareté. Alors, c'est notamment l'auteur Plan B en 2019. Pareil, vous aurez la référence de l'étude avec le lien dans la description de la vidéo, qui avait fait une approche qu'on appelle stock sur flow, c'est-à-dire qu'on compare le stock d'un matériau au flux que l'on produit chaque année. Et on voit que plus c'est rare, donc plus on a un ratio stock sur flux qui est élevé, plus l'actif est cher. On voit notamment par exemple que l'or est un ratio de 62 et quelque chose de relativement cher au poids. Après on a l'argent qui a un ratio de 22, etc. Donc on peut potentiellement par des régressions linéaires, par des modèles, essayer de valoriser le Bitcoin de la même façon en faisant un ratio stock sur flux, sachant que le Bitcoin, comme vous le savez, la difficulté de minage augmente avec le phénomène de halving qu'on a tous les 4 ans, où donc les récompenses à minage équivalent diminuent. Donc on augmente la difficulté de minage, et donc avec son stock qui converge au maximum vers 21 millions et où on en ajoute de moins en moins chaque année, on a un ratio stock sur flux qui augmente finalement par rapport aux périodes du Bitcoin, et par régression linéaire, c'est ce qu'on va voir sur ce modèle-là, il arrive finalement, en plaçant avec l'argent et l'or qu'on a vu aussi sur la courbe précédemment, à faire une trajectoire de cours du Bitcoin, sachant que son étude a été faite en 2019, donc où on avait un cours du Bitcoin entre 5 000 et 8 000 $,
Et son étude prévoit un cours à 55 000 $ sur la période de halving entre 2020 et 2024. Donc un cours auquel on est monté fin 2021, je ne sais plus, au milieu, mi-2021 de mémoire. Donc ça peut paraître cohérent, en tout cas c'est une approche qui peut paraître cohérente. Alors la troisième approche, ça va être la valorisation par les coûts de production. On peut dire, finalement, le cours plancher pour le Bitcoin, c'est le coût énergétique de production. Alors là, il y a quand même deux problématiques par rapport à cette approche. C'est que ces coûts, on les annonce selon les périodes, selon les pays, etc., de production entre 15 000 et 35 000 $ en coût énergétique de minage, on va dire. Mais c'est quand même assez aléatoire selon les pays, selon les périodes. Et puis, c'est quelque chose de réflexif. C'est-à-dire que ça s'alimente aussi avec le cours. Je prends un exemple, si vous avez un coût de minage énergétique qui est de 28 000 $, quand le cours est à 32 000, vous allez miner, quand le cours est à 20 000, vous allez arrêter de miner. Donc ça s'accompagne aussi avec le cours. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire une véritable valeur intrinsèque? C'est pas, en tout cas, parfait, et ça ne peut pas être utilisé seul, ça peut être un élément d'appui. Ensuite, la quatrième façon, c'est la valorisation entre guillemets mathématique par effet réseau. Donc c'est la loi de Metcalfe, et en fait c'est une loi qui dit que la valeur d'un réseau informatique, par exemple, il augmente proportionnellement au carré de ses utilisateurs. Alors c'est un type de loi qu'on utilisait pour valoriser les réseaux sociaux dans leur début, quand Facebook a été lancé au milieu des années 2000, et qu'il n'était pas encore rentable. C'est des modèles qu'on essayait d'utiliser pour valoriser ce genre de réseaux sociaux. Alors, on peut effectivement superposer sur un graphique, on le voit, les cours historiques à cette tendance de loi qui augmente donc la valeur proportionnellement au carré des utilisateurs, et on voit qu'on suit à peu près la tendance, effectivement, qui continue d'augmenter si on projette. Alors, ça a l'inconvénient, effectivement, la loi, on voit qu'elle marche à peu près si on s'appuie sur les cours du passé. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas si les cours du passé ils représentaient une véritable valorisation intrinsèque ou potentiellement une bulle. Et puis, c'est qu'on a tendance, c'est le genre de loi qu'on met un peu a posteriori par rapport à des cours parce qu'elles nous plaisent bien, parce qu'on voit que l'asymptote, elle va vers 1 million. Donc, si on possède des bitcoins, on a envie de voir ça. Donc, peut-être qu'on s'en laisse un peu aussi convaincre par ça. Et justement, je disais qu'il y avait un risque potentiellement de bulles, et on s'appuie sur des cours de bulles si ce n'est pas des cours de vraie valeur intrinsèque. Alors, est-ce que c'est une bulle potentiellement le Bitcoin? Alors, certains disent que c'est une bulle pour dire qu'effectivement le cours est surévalué. Il y a quand même un argument qui va contre ça, c'est qu'on le voit sur ce graphique, si on superpose des bulles, donc la bulle des tulipes, la bulle des mers du Sud, la bulle tech du Nasdaq, etc., qu'en durée, puisque ça fait 13 ans qu'il existe, ce serait la plus longue bulle de l'histoire. Les autres bulles ont éclaté en moins d'années que ça. Donc ça, c'est plutôt un argument pour le fait que ce ne soit pas une bulle, finalement, puisque le Bitcoin a l'avantage d'avoir quand même déjà duré pas mal dans l'histoire. Et je vais en venir à ma conclusion, en fait, et c'est là tout l'enjeu de donner une vraie valeur au Bitcoin, c'est qu'en fait, tout se joue pour cette vraie valeur intrinsèque du Bitcoin sur l'ampleur de son adoption. Je vais revenir quelques minutes à l'or qu'on prenait au début comme point de comparaison. L'or, finalement, on disait qu'il n'avait pas de cash flow et qu'il n'avait pas d'utilité première si on met de côté l'utilisation en bijouterie, mais finalement, on arrive à lui donner une valorisation intrinsèque. Et pourquoi on arrive à lui donner une valorisation intrinsèque? Parce qu'on a 6000 ans d'histoire et parce que son pouvoir d'achat s'est à peu près maintenu dans le cours de l'histoire de façon constante. On dit par exemple qu'avec une once d'or, on achète une vache. Alors c'est vrai qu'avec une once d'or, il y a un siècle, on achetait une vache. Aujourd'hui, avec une once d'or, on a à peu près une vache. De même, en Napoléon or, qui fait donc une pièce de 20 francs que parfois avaient vos grands-parents qui en stockaient 2-3, c'est 5,81 grammes d'or. Ça, on disait il y a un siècle que ça pouvait habiller un homme de la tête aux pieds en moyenne gamme. Bon, aujourd'hui, le cours d'une pièce de 20 francs doit être à 350 €. Effectivement, avec 350 €, vous pouvez habiller un homme de la tête aux pieds en moyenne gamme. Donc on a cet historique là de valorisation et de comparaison finalement du cours à des choses tangibles. Et donc la valeur intrinsèque du Bitcoin, finalement, fondamentalement, elle dépend de son adoption et de la croissance de son adoption. C'est-à-dire que, est-ce que le cours va monter? Ça va dépendre si on a encore une croissance très importante de son adoption ou si à un moment donné, ça va caler. Finalement, par rapport à cette valeur un peu d'historique d'adoption, etc., il est très difficile aujourd'hui de mettre une valeur intrinsèque en face du Bitcoin. Pourquoi? Parce que d'une part, on a vu qu'il avait déjà
dépassé largement la durée des phénomènes de mode, des bulles, etc. Donc il y a déjà une vraie adoption qui est là, puisque ça fait 13 ans finalement qu'il est adopté, et on voit que là, il y a des institutionnels qui, depuis 2-3 ans, commencent à emboîter le pas aux particuliers précurseurs. Et d'autre part, à l'inverse, il a un historique qui est quand même infiniment inférieur à l'autre actif réserve de valeur, qui est l'or. Et actif réserve de valeur, que dans son long historique de cours, on peut arriver à rattacher son cours à un pouvoir d'achat en biens tangibles et à donc lui donner une sorte de valeur intrinsèque. Si je rappelle ma propre stratégie sur les crypto-monnaies, finalement, cette grande incertitude sur la valorisation fait un peu écho à ma propre stratégie. C'est-à-dire que moi, j'ai dans mon portefeuille sur une proportion raisonnable des crypto-monnaies, mais sur une proportion très raisonnable due à ces incertitudes, sachant que de surcroît, je ne touche pas à tout ce qui est altcoin en dehors du Bitcoin et de l'Ether, parce que pour moi, ces projets, je les considère un peu monnaie de singe. En fait, il faudrait presque les considérer comme de l'investissement en private equity, mais avec des droits moindres, puisqu'on procède des jetons et pas des actions, que si on était investisseur en private equity. Donc je ne vois pas l'intérêt. J'ai du Bitcoin pour l'aspect réserve de valeur, avec les avantages de pouvoir l'envoyer électroniquement en une seconde à l'autre bout du monde, qui, s'il était vraiment adopté à grande échelle, pourrait voir sa valeur croître. Et j'ai un peu d'Ether également pour son aspect de leader sur les smart contracts. Et donc le tout dans une proportion très raisonnable de mon patrimoine, hein, ça fait largement moins de 5%, c'est pour donner un ordre de grandeur. Comme je l'ai déjà d'ailleurs dit dans une autre vidéo, ma stratégie sur les cryptos, c'est suite du sceptique pragmatique. C'est-à-dire, je ne suis pas le béni oui-oui qui croit dur comme fer qu'un bitcoin acheté 10 000 $ va se transformer par miracle en 1 million. Mais je ne suis pas non plus celui qui est 100% sûr que ça va s'écrouler et aller à zéro. Et il y a quand même une petite chance qu'il y ait des multiples là-dessus. C'est pour ça que je veux y être exposé. Donc voilà, ce sera ma conclusion de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur d'autres thèmes, je vous rappelle mes livres. Donc mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, vendu à plus de 100 000 exemplaires et mis à jour en 2022. Donc vous avez l'actualité du marché post-Covid dedans et la mise à jour réglementaire. Ça suit de 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Sur la bourse, puisqu'on en a parlé en introduction, investir en bourse style gagnant, et le roman financier sur Warren Buffett, l'allocateur rebelle. Et mon livre plus pour les débutants sur la gestion de patrimoine, construisez et gérez votre patrimoine avec succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas de commenter si vous voulez réagir, et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.